RCF. Vous écoutez la viticulture en question, l'émission qui vous plonge au cœur de la vigne. Présentée par Hubert Cartel. Chaque semaine, cultivons ensemble l'avenir de nos terroirs. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission La viticulture en question. Et j'accueille pour les réponses notre invité habituel Bertrand Trépeau. Bonjour Bertrand. Bonjour Hubert, bonjour à toutes et à tous. Alors Bertrand, moi je vais m'adresser au travers des différentes casquettes qui sont les vôtres, je vais m'adresser aujourd'hui aux vignerons. Et ma question, elle est celle-ci, parce que je pense qu'elle est un peu dans toutes les têtes, c'est face à l'agitation du locataire de la Maison Blanche. Je pense que tout le monde voit de qui je parle. Ce locataire de la Maison Blanche qui souffle le brûlant et le glacial, pour ne pas dire le chaud et le froid au quotidien, je vous propose, Bertrand, de revenir dans les galipes. Alors les galipes, bien évidemment, ce sont les vignes pour nos auditeurs un peu béotiens. Et à cette époque de l'année, la question c'est comment vont les vignes ? Eh bien écoutez Hubert, elles vont bien les vignes puisqu'on a eu un hiver qui à la fois ne nous a pas réservé de neige, qui nous a pas non plus réservé de grand froid. On a eu des températures certes négatives, mais pas de quoi risquer les fameuses gelées noires, les gelées qui arrivent à abîmer le cep de vigne rien que par la baisse de la température. Et on a permis une bonne dormance de la vigne, ce qui est une bonne chose pour pas qu'elle se réveille trop vite, même si on est encore un peu en avance, on en reparlera. Et en même temps, eh bien, ça n'a pas gêné le travail dans les vignes. Donc les vignerons, ils ont passé un hiver plutôt au boulot, à aller s'occuper de leur taille. L'adage dit taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mar, donc il faut essayer de terminer tout ça en mars, ce qui a été le cas cette année sans trop de difficultés, ce qui est une bonne chose, et la saison démarre plutôt bien. La seule chose, c'est que si l'hiver s'est bien passé, si les nappes phréatiques sont un peu plus pleines que ces dernières années, donc on se dit que la vigne devrait avoir ce qu'il lui faut en termes d'eau disponible au début de son cycle, l'essentiel et le point d'inquiétude, il est devant nous, Hubert. C'est les fameuses gelées blanches, c'est les gelées qui pourraient être liées à une rebaisse des températures dans les semaines qui viennent. Quels sont les travaux que font les vignerons dans leurs vignes pendant l'hiver ? L'hiver, c'est essentiellement donc la taille dont je vous ai parlé. C'est une tâche très gourmande en temps passé. Il s'agit de retirer de manière, j'ai envie de vous dire scientifique, mais pas que, parce que c'est une méthode, la taille. On se forme à la taille, mais il faut savoir l'adapter à chaque pied de vigne, c'est-à-dire à son historique de taille. Et on va retirer près de 80% du bois qui est présent sur le pied de vigne chaque année. Donc c'est ce qui demande du temps. C'est aussi donc une tâche qui s'effectue avec des conditions météo qui sont pas les plus sympathiques. On est dehors, on est au frais, voire au froid. Et on va aussi travailler, on peut en profiter pour faire des amendements pour le sol, de commencer à mettre de l'engrais. On est dans la période là exactement où en ce début du mois d'avril, on va travailler le sol. En fait, l'herbe commence à pousser. Il faut s'assurer que de l'herbe, il y en ait dans les vignes, mais pas trop. Donc c'est la reprise des travaux de sol. Et est-ce que cet hiver, qui quand même a connu des gelées, contrairement aux hivers précédents, a permis de détruire la vermine qu'on craint toujours, parce que on dit toujours il nous faut un bon hiver pour que les petites bêtes ne réapparaissent pas trop vite. Oui, alors effectivement, c'est plutôt apprécié d'avoir des températures négatives. Si seulement ça pouvait tuer toute forme de vermine jusqu'à la cycladelle porteuse de la flavescence dorée, ce serait formidable. Malheureusement, c'est pas le cas. Alors, donc un hiver qui finalement pour la vigne a été assez sympathique, qui a permis de faire tous les travaux nécessaires à préparer la récolte. Quand on taille, est-ce qu'on a une action possible pour préparer une récolte plus ou moins importante ? Oui, ça va pas être le levier le plus important, mais on peut déjà, lors de la taille, elle est réglementée, on fait pas ce qu'on veut. Je le rappelle, la Champagne, c'est un cahier des charges extrêmement précis. Il y a différents modes de taille, on peut tailler en chablis, on peut tailler en guyot, etc. Et à chaque fois, on doit laisser ce qu'on appelle des yeux, donc des possibilités plus tard d'avoir des bourgeons. Et qui dit bourgeon, dit grappe, et donc rendement.
Donc on est encadré, on a une certaine quantité d'yeux qu'on peut laisser selon son mode de taille, mais c'est plutôt, parce que ces yeux, il peut encore leur arriver plein de choses. Ils peuvent geler, on peut avoir des contre-bourgeons, etc. On aura l'occasion plus tard dans le cycle végétatif de faire ce qu'on appelle une vendange en vert, c'est-à-dire d'aller corriger, en plus des gourmands, le nombre exact de bourgeons fructifères et de futures grappes pour se dire je veux ramener mon rendement dans telle ou telle fourchette. C'est une pratique assez peu répandue en Champagne. Écoutez, ça dépend. Je pense que tout le monde est au fait de la pratique. Maintenant, ça dépend effectivement du potentiel et du besoin. En Champagne, vous connaissez cette règle, on ne ramasse pas tous les raisins que la nature nous donne, mais ceux dont notre filière a besoin. Et si jamais la nature est généreuse en potentiel de récolte et que la filière nous dit les ventes sont pas bonnes, comme c'est le cas en ce moment malheureusement, il faut aller en chercher moins. On doit utiliser ce type de méthode pour venir approcher notre rendement du fameux rendement d'appellation. Donc là, nous sommes au printemps. Le vigneron, on peut dire qu'il est relativement rassuré par rapport au potentiel de production de sa vigne aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui peut l'inquiéter en 2025 ? Alors, ce qui peut l'inquiéter, je vous ai parlé rapidement de la gelée, c'est encore possible. On pourrait avoir, malheureusement, jusque dans les premiers jours de mai, des températures qui viennent bien griller éventuellement les premières feuilles encore très tendres que la vigne va pas tarder à produire. Donc ça, c'est un premier problème. Mais la principale question pour les vignerons, ça va plutôt être basé sur le rendement d'appellation, c'est-à-dire le potentiel de production qu'on va aller leur demander d'aller chercher dans les vignes à cause des ventes. Et c'est là où on fait un peu le lien avec ce fameux locataire de la Maison Blanche dont vous parliez en introduction, qui est de dire mais qu'est-ce que la filière va avoir comme besoin en termes de production de bouteilles, de tirage de bouteilles, quand un jour les droits de douane sur le premier marché export du champagne sont de 200%, c'est une menace certes. Ensuite, on nous annonce 20, puis quelques jours, même pas une semaine plus tard, on nous dit c'est 10 pour le moment, mais on en reparlera. Voilà, c'est dans ce contexte-là que la décision qui d'habitude est prise avant l'été, par l'ensemble de l'appellation Champagne, au niveau du comité interprofessionnel des vins de Champagne, ne va pas être simple à prendre, parce que il devient même compliqué de lire les chiffres de la filière au mois le mois. De manière très concrète, vous savez... Qu'est-ce qu'il y a de compliqué, justement, dans ces lectures de chiffres avec ce yo-yo sur les droits de douane ? C'est le comportement des acheteurs. Typiquement, on vient d'avoir il y a 2 jours les chiffres de la Champagne en termes de commercialisation avec le mois de mars. Et de janvier à mars 2025, on a des ventes qui sont en recul de 1,1%, c'est pour dire si elles ne bougent pas. Des expéditions. Des expéditions, pas des ventes, vous avez raison, des expéditions, par rapport à la même période, janvier à mars 2024, où janvier à mars 2024, on était en recul de près de 19% par rapport à l'année précédente. Donc, grosso modo, on fait pas plus mal que l'année dernière, qui n'était pas une bonne année. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que quelque part on a endigué une baisse ou est-ce que des importateurs, des intermédiaires, craignant des droits de douane, ont anticipé des achats ? Donc il est très compliqué sur un trimestre. Mais c'est l'inverse qui se passe, puisque ce premier trimestre où on a vu arriver Monsieur Trump à la Maison Blanche avec ses annonces de taxes extraordinaires, puisqu'on a parlé de 100% à un moment donné. Or, une taxe de 100%, ça veut dire qu'une bouteille de champagne aux États-Unis qui est à $40, elle passe à 80. Si ma mémoire est bonne, on avait même parlé de 200%, Hubert. Oui, on ne sait plus. On ne sait plus. Enfin, aujourd'hui, c'est 10. Oui. On sait que c'est 10 aujourd'hui. Mais avec la crainte d'avoir 100%, 150 ou 200%, si j'étais un importateur américain, qu'est-ce que j'aurais fait ? J'aurais anticipé mes achats pour avoir des stocks blindés quand la taxe arrive. C'est exactement ce que je voulais dire. Et peut-être que quand je vous annonce une baisse de 1%, vous vous dites, ils n'ont pas anticipé. Peut-être qu'ils ont quand même anticipé et que sans ça, on n'aurait pas eu une baisse de 1%, mais on aurait encore eu une baisse de 14% ou de 15%. Or, dans ce cas, toutes les craintes peuvent être exprimées en ce qui concerne le 2e et le 3e trimestre. Parce que tout ce qui aurait été importé et stocké
ne le sera plus. Exactement. Et puis, alors c'est le problème, surtout que vous voyez le rythme auquel vont ces annonces. J'entendais ce matin une figure politique dire « je me lève le matin en essayant de découvrir ce qui s'est passé pendant la nuit ». Aux côtés des États-Unis. Je dois vous avouer qu'en tant que vigneron, j'ai le même sentiment que lui. C'est que au petit déjeuner, on apprend des choses grâce aux locataires de la Maison Blanche. Et à un moment, ça va épuiser tout le monde. C'est-à-dire que on craint les 200%, donc on commande plus vite. On est à 10. Finalement, 10, c'est une bonne nouvelle quand on nous avait annoncé 20% ou 200% ou 100%. Mais si demain, dans 90 jours... ce qui ne respecte jamais ce brave homme, soyons très clairs. Il dit on va se revoir dans 90 jours. Mais en général, il attend jamais la fin des délais annoncés pour changer d'avis. Oui, parce qu'il a des pressions de gens raisonnables autour de lui qui finissent par le faire entendre raison, quoi. Mais ces changements d'avis à répétition sont-ils raisonnables ? Bon, on verra bien. Une question quand même par rapport à ça, c'est que la prise de décision, effectivement, aujourd'hui est complètement perturbée par ces fameuses tarifs douaniers, ces taxes à l'importation. Or, entre le moment où on connaît l'annonce et le moment où on prend une décision d'expédier, il y a un délai. Or, la taxe, elle est payée à l'entrée de la frontière américaine. Oui, vous avez entièrement raison, Hubert, c'est ce qui rend tout ça particulièrement risqué pour les opérateurs. Quel est le temps de logistique pour emmener une palette qui part de la Champagne pour arriver aux États-Unis? Si on était purement dans la logistique, on est entre 1 ou 2 mois. Mais comme vous avez aussi les process d'achat, de validation, de garantie, commander du vin, envoyer une palette du vin, voire un container de vin, ça met en route toute une procédure. Il faut se couvrir contre des risques divers, monter des dossiers, etc., douaniers. Et il n'y a pas que le temps de bateau. Et c'est pour ça qu'en général, on est plus aux alentours de 2 à 3 mois. D'accord, donc une nécessité de lire dans la boule de cristal de Monsieur Trump, et qui est une difficulté extrême. Et je voulais dire que il y a cette question. Cette question, elle est quand même importante pour la Champagne, puisque les ventes sur les États-Unis, c'est 10% de ce qu'expédie la Champagne. En gros, 27 millions de bouteilles. C'est 10%, et c'est surtout le marché qui progressait le plus vite jusqu'à présent. C'est un marché très dynamique. Les États-Unis n'étaient pas notre premier marché il y a encore une dizaine d'années. Donc ça, c'est pour 2025, et donc chaque jour qui passe porte ses surprises. Et qu'est-ce qui préoccupe le vigneron quand il se projette dans 5 ans ? Il y a 2 sujets à l'horizon 5 ans. Le premier, je vous en ai parlé déjà rapidement tout à l'heure quand on parlait de la vermine, c'est la flavescence dorée. On sait qu'on est dans une phase d'expansion de la maladie. Cette maladie qui conduit jusqu'à l'arrachage des vignes, des pieds de vignes concernés, même parfois totalement des parcelles quand le taux de perturbation est trop important. Et puis la transmission, parce que on a toujours des générations de viticulteurs qui arrivent à la retraite, qui vieillissent et qui ont besoin de préparer leurs affaires. Alors, c'est un dossier plutôt de longue haleine. Et c'est de longue haleine à tel point qu'on en fera le sujet d'une prochaine émission. Et merci beaucoup Bertrand. À très bientôt sur RCF. Merci.